Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Pasteur Edo, bonsoir. Oui, bonsoir Honoré, bonsoir auditeurs et auditrices de Radio Pyramide FM. Et la semaine? Oui, c'est une semaine vraiment très intensive parce que nous étions à un atelier sur l'élaboration de documents nationaux sur la migration professionnelle au ministère à la direction générale de l'emploi. En tant que nous y étions en tant que société civile, plus les ministères concernés. Donc, depuis lundi jusqu'à aujourd'hui, à l'heure où on vient à peine de se séparer. Donc, ça a été très intensif. Vous avez fait également un tour le lundi ou mardi. Le mercredi au tribunal. Oui, écoutez, c'est une affaire qui date de 2012, qui oppose donc le mouvement Martin Luther King au tristement célèbre, comment je vais dire, homme d'affaires indien Lal Varindani. Ça fait 5 ans qu'il nous reproche de l'avoir diffamé, mais d'avoir porté atteinte à son honneur dans un document qu'on lui a envoyé concernant l'affaire de Etokotran, donc une société de transit dont le PDG est mort il y a presque plus de 10 ans. Donc, l'affaire pendant au tribunal, mais chaque fois qu'on nous assigne, chaque fois qu'on comparait, l'audience n'a jamais eu lieu. Et cette fois-ci, elle n'a pas eu lieu et puis c'est renvoyé au 5 avril prochain. Donc, dans 2 mois. Oui, dans moins de 2 mois. Donc, mais en fait, la dernière fois que j'ai fait le tour, écoutez, moi, vous savez, en tant que éthicien, c'est-à-dire celui qui veut mettre son nez partout là, et j'ai constaté quelque chose au tribunal que je voudrais partager juste avec vous, parce qu'on ne peut pas comprendre que la salle d'audience du tribunal de Lomé, le plus grand tribunal de Lomé, n'a pas un micro en bonne et due forme. Vous savez, moi, quand on m'a dit que c'est le 5 avril, j'étais dans la salle, mais j'étais obligé d'aller vers les collaborateurs de mon avocat pour en savoir. Donc, je crois quand même que dans le cadre de la modernisation de la justice, beaucoup de choses ont été faites. Vous avez été là-bas pour autre chose. Non, mais c'est normal. Moi, c'est mon devoir, de le dire. Et la salle est tellement chaude. Hein. Les ventilateurs, les plafonniers là aussi ne travaillent pas. Donc, je demande, c'est l'occasion pour nous de dire que dans le cadre de la modernisation de la justice, il faut qu'on passe à cette grande salle qui comporte, qui chaque jour, qui a la visite de plusieurs des milliers de justiciables. Voilà, idée pour ça qui bonsoir. Bonsoir Honoré, bonsoir à tous les auditeurs. Oui, j'espère que vous avez passé une semaine moins dense. Oui, moins dense pour un journaliste ou pour un patron de presse qui est au four et au moulin. Tout ce que je peux dire, c'est que je rends grâce, malgré tout. Voilà, 3 Togolais parmi les 100 personnalités influentes de l'Afrique, selon le magazine panafricain New African. Il s'agit de Robert Doucet, Awa Nana et Maître Dodi Apevon. Pasteur Edo, quel commentaire en faites-vous? Le commentaire, c'est vrai quand même quand on cite les Néerlandais togolais parmi les personnalités les plus influentes de l'Afrique. Maintenant, c'est un panier de porc épic. Vous comprenez? Adidjama Akboé, donc c'est un panier de porc épic. Maintenant, il faut voir ce qu'il y a dedans. Il faut voir qu'est-ce que les personnes qui sont nommées, alors qui ont été élus, selon ce journal panafricain. Vous savez, l'année dernière, j'étais parmi les 5 personnalités les 5 Togolais parmi les 100 personnes les plus influentes de l'Afrique l'année dernière. Seulement, bon, juste... il y a rien dedans, il y a rien dedans, c'est juste le journal panafricain vous suit dans vos actions et puis par la suite à la fin au début de l'année on vous élit parmi les personnalités les plus influentes de l'Afrique. Bon, donc maintenant Apevon, Awa Nana et puis Robert Doucet, vous savez, c'est 3 personnalités qui sont de tendances différentes. Maître Apevon est politique, l'autre Doucet est aussi politique, et puis Nanawa qui est
qui porte triple casquette ou bien double casquette, à la fois présidente de HCON et puis présidente de la commission de réflexion sur elle est également sur réforme. Présidente de la, je crois, directrice de la médiation, je crois. Ah, ok, la médiatrice de la République. Donc, trois casquettes. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire concernant ces trois personnalités? Et, bon, à chacun son commentaire. Je dirais à chacun son commentaire. Il est fort que je pensais que les trois là sont vraiment influentes. Non, mais moi, ma première observation, c'est de savoir qu'est-ce que vous mettez dans influence. Qu'est-ce que vous mettez dans trois personnalités influentes? Alors, c'est ce que le magazine a dit. Oui, l'adjectif qualificatif influente, c'est ça qui me pose un petit problème. Quand on sait que les trois personnalités, on a à dire sur leur parcours, comme Pasteur Lédéo l'a fait signifier tout à l'heure. Alors, s'agit-il de l'influence négative ou positive? C'est la grande question qu'il faut se poser. Alors, quand vous prenez les trois personnalités, je m'en passe de faire un commentaire exhaustif sur Maître Apévon. Maître Apévon, il est resté ce politique que j'ai connu. Il a eu toutes les malversations que cela peut comporter. Je l'ai connu un avocat à sa taille qui a le verbe, qui a toute la carrure qu'il faut. Je le connais pour un homme politique qui, à un moment donné, a pu faire ce qu'il peut faire. C'est ce que je peux dire concernant Maître Apévon. Par contre, pour les deux personnalités restantes, quand je prends Madame Awanana, dont vous avez fait allusion tout à l'heure, qui porte trois casquettes, je me pose la question de savoir en quoi elle a été influente sur un plan purement national. Je peux dire qu'elle porte trois casquettes, comme vous venez de le dire, mais j'ai vraiment chaud au cœur quand d'abord on sait très bien son parcours de 98 qu'il a su, d'abord qu'il a peint en noir, et puis avec la création du HCROUN où elle a dit des choses. Vous savez que dans une rencontre avec la presse il y a quelques mois, elle a dit qu'elle n'avait pas les moyens de faire son travail et que c'est à l'époque qu'elle interpellait le chef de l'État et si rien n'est fait, considérez que je suis la femme de démission. Maintenant, pour ce qui concerne Madame la médiatrice de la République, je suis un tout petit peu offusqué si c'est pour cela qu'elle a été influente, qu'elle a été saisie par certains politiques pour résoudre le problème de la crise qui a sévi à la CENI et qui a fait que certains membres de la CENI ont été virés. J'ai été très éberlué d'écouter Madame la Présidente, ou bien de lire une de ses correspondances qu'elle a renvoyée à ceux qui l'ont saisie pour régler ce problème où elle disait qu'elle était incompétente. Oui, les révélations m'ont été faites par les premiers responsables de la CDPA. Alors je me suis posé la question de savoir si Madame la médiatrice de la République n'est pas arrivée à faire intégrer juste des membres dans une commission, comment pourrait-elle arriver à résoudre la grave crise togolaise? Puisque, jusqu'à la preuve du contraire, elle est au centre. Elle est la personne à qui on a donné un certain nombre de pouvoirs pour faire un travail. Mais si déjà, dans les préambules, ou bien à l'introduction, elle n'arrive pas à faire réintégrer juste des personnalités, je me pose la question de savoir en quoi est-elle influente. Alors pour M. Doucet, vous le savez, c'est monsieur des missions barbouzes qui débouchent sur des sommets qui ont coûté les yeux de la tête du peuple togolais. Nous allons débattre tout à l'heure. Je me rends compte que ce monsieur est dans un gouvernement où, sur un même sujet, les ministres ont des avis divergents. Je voudrais parler des élections en vue où, dans un passé récent, le ministre Boupessi a dit à toute l'opinion publique togolaise que les élections ne peuvent pas tenir. Et si elles devaient tenir, ce ne sera pas en 2017. Mais nous avons été choqués, scandalisés d'entendre M. Robert Doucet dire sur Deutsche Welle que ces élections dont son collègue
dit, En charge. et celui d'ailleurs qui est en charge d'organiser, entre guillemets, ou bien qui a en charge de piloter. Oui. de piloter ces élections-là, qui a dit quelque chose et lui, il prend le contre-pied. Peut-être qu'il est plus influent que lui. Oui, au Togo, c'est possible parce qu'il y a des super ministres qui, au-delà même, ne rendent pas compte au Premier ministre, mais qui rendent compte directement au chef de l'État. Donc voilà pourquoi je suis un tout petit peu peiné par rapport au mot influente, personnalité influente. En quoi sont-elles influentes? Dans la positivité ou bien dans la négativité? Lorsque vous m'aurez donné la réponse qu'il faut, je saurai amplement m'exprimer là-dessus. Bon, peut-être qu'on va retourner vers nos confrères du magazine africain, New African News, pour mieux comprendre l'influence dont il est question. Oui, mais parce qu'il faut qu'on sache réellement en quoi ces personnalités ont été cooptées pour être influentes. Donc moi, je viens de donner mon opinion, mon avis sur ces trois personnalités-là. Voilà. L'année dernière, on rappelle, le professeur Doucet était dedans, Oui. En plus du pasteur Edo, Madame Adjamagbo, l'actuel directeur de la communication, de la présidente, oui. Bon, cette année, encore 3 Togolais, ça veut dire que les Togolais aussi ont des échos. Oui, les Togolais ont des échos, mais tout ce que je peux encore ajouter au ministre des Affaires étrangères, c'est que j'ai remarqué qu'il est super en duperie internationale parce qu'il arrive facilement à duper la communauté internationale. Parce que il s'est prononcé sur les locales. Non, je sais très bien que le Togo fait les yeux doux à l'Allemagne pour avoir de l'argent et vous savez que le Togo est champion dans la duperie internationale. Non, vous allez. Non. Non, vous allez. non, vous non, allez. non. Non. Je dis que le Togo est champion dans la duperie internationale. Non, c'est trop fort. Je vais donner des exemples. Allez-y. Le premier exemple peut choquer. Je vais vous faire lecture d'une déclaration du chef de l'État togolais qui date de février 2009 où il disait qu'il ferait les réformes. Avant 2010. Alors, je finis juste en disant qu'il a dit je ferai les réformes avant la présidentielle de 2010. Est-ce que les réformes ont été faites? Ça, c'est une duperie. C'est la langue de bois, c'est la duplicité. C'est pourquoi je le dis, moi ça ne me fait ni chaud ni froid au dos. Je dis qu'ils sont spécialistes dans la duperie internationale. Ils veulent de l'argent, il faut duper les Allemands pour avoir de l'argent. C'est la même chose. Et ne pas l'organiser? Je dis, vous m'avez passé tout à l'heure le mot, celui qui est chargé de piloter les élections, celui qui a en main tout ce qu'il faut dit que les élections ne peuvent pas tenir cette année. Mais celui qui est spécialiste dans la dans la diplomatie, qui au fait écoute juste ce qui est fait par son collègue, dit, lui il va dire. Il va avoir le local avant la fin de l'année. Peut-être qu'il y a eu révision après. Non, il a pensé que... Puisque nous étions l'année dernière... 2016, en novembre 2016. Nous sommes en février 2017. À l'atelier, au séminaire sur la décentralisation. C'est vrai qu'il a été dit que les élections ne peuvent être organisées qu'entre 18, dans une période de 18 mois. Donc, ce qui certainement... va dans l'année 2018. On ne sait pas si ces derniers temps il y a eu de révisions, les positions ont été révisées, les choses ont été revues, et que cette date-là, mais malheureusement pour moi ce qui m'a choqué, c'est que c'est en Allemagne que la date de nos élections locales que nous attendons a été annoncée. Pour moi, cette annonce-là qui a été faite, je ne sais pas pourquoi souvent les autorités ont l'habitude d'annoncer, de faire les grandes annonces qui concernent les citoyens, le peuple togolais. C'est à l'extérieur qu'on les annonce. Moi, c'est ça qui m'a scotché. Sinon, si on peut organiser les élections en juin 2017, si les conditions sont réunies pour aller aux élections locales, mais tout le monde, nous le souhaitons, puisque nous voulons que les élections soient organisées. On peut les organiser en 2017, c'est normal. Mais quand même, qu'on nous annonce ici la date, que nous sachions ici au Togo, avant que la date ne soit annoncée à l'extérieur. Moi, c'est là le mal. Et que celui qui c'est vrai quand même que c'est la diplomatie, mais celui qui est en charge d'organiser, de piloter l'organisation de ces élections, l'organisation, c'est une affaire commune au gouvernement, mais il y a quand même un ministère, parce que le ministère sur la décentralisation et des collectivités locales. Je crois qu'on lui aurait quand même
fait cet honneur de nous annoncer que désormais les élections vont être organisées en 2017. C'est ça. Voilà, les locales, elles peuvent attendre, mais la grève des syndicats des enseignants n'attend pas. Ça a commencé cette semaine. Bon, ça fait la 8e, si je ne me trompe, depuis le début de la rentrée. Depuis mardi, mercredi, jeudi, il n'y a pas eu cours. Les enseignants étaient en grève. Maintenant, c'est pas fini. L'autre syndicat, c'est le CZ qui avait commencé, ou bien la CZ, la coordination des syndicats des enseignants du Togo qui avait commencé. Le FESEN va prendre la relève à partir du 6 mars. Aujourd'hui, on a appris que plusieurs établissements ont été encore une fois paralysés à l'annonce du fait que les cours ont été déjà faits. À Jacques-Blé, à Tchamba, un peu partout. Les élèves n'étaient pas d'accord, ils sont encore sortis. Pasteur Edo. Non, je crois quand même que finalement, ayons le courage de dire que dans le milieu éducatif, ça va très mal au Togo. Ça va très mal, très très mal. Et que je suis peiné de voir que ce qui a été mis en place, comment ils appellent classe de concertation là, qui a été mise en place, a accouché d'une souris. J'ai vu un peu partout que ça a accouché d'une souris parce que les résultats, les résultats n'ont pas été fameux. Enfin, ce qu'on attendait, ça n'a pas été fameux. Et je me dis que l'année là, est-ce que l'année là ne risque pas d'être, ou bien cette année là n'a pas déjà connu de coups de fouet, parce que là, on ne peut pas comprendre combien, déjà, imaginons combien de fois déjà il y a eu des grèves dans cette année. Nous sommes... c'est la 8e, la dernière fois. Nous sommes au 5e mois, au 4e mois. 4e mois de cette année, hein. C'est 4e mois ça. Ça dit c'est en novembre. Non, c'est en octobre. Oui. En octobre, donc... 5e mois, ça fait 8 séries de grèves. Et 8 séries de grèves. Alors, je me demande, est-ce que notre éducation n'est pas en train de descendre dans les méandres de l'enfer? Parce que les enseignants, finalement, semblent avoir raison, finalement. Parce que en face, on ne voit pas cette bonne volonté de discuter, d'échanger avec les enseignants et de leur dire clairement la position du gouvernement. La position du gouvernement doit être claire. Que ce que vous demandez, voilà ce que nous pouvons faire. Et que les enseignants sachent que là, c'est la possibilité. Mais quand on arrive à dire aux enseignants comme quoi une partie de leur doléance n'a pas été budgétisée, alors que c'était déjà le problème se posait pendant plus de 5 ans. Je crois que là, ça fait mal. Que ça n'a pas été budgétisé, mais ça fait très mal. C'est comme si on s'en fout. On s'en fout des Togolais et surtout des enseignants. Alors, une nation, un pays dans lequel les enseignants et les médecins et les infirmiers et autres, le personnel de la santé ne se portent pas bien. Je crois que le domaine, quand ces domaines-là de la santé, de l'éducation ne se portent pas bien, le pays ne peut se vanter de rien. Le pays ne peut se vanter de rien. Et vraiment, j'ai pitié pour les enseignants et j'ai pitié pour mon pays, parce que un problème qui dure 5 ans, auquel on n'arrive pas à trouver de solution. Je crois que, est-ce que les pères, on ne met pas des gens compétents à ces postes, ou bien délibérément on ne veut pas régler le problème des enseignants, ou bien est-ce que le gouvernement a ses priorités ailleurs autre que l'éducation et la santé? Je crois que ça pose problème. Est-ce que si voulez-vous bien parler du péril national? C'est le mot. Je le cherchais d'ailleurs. C'était international, maintenant c'est devenu national. C'est la même chose, c'est les mêmes personnes, c'est le même système. Alors, j'ai vu Pasteur Edo se plaindre tout à l'heure par rapport à l'allure que prennent les choses. Mais je voudrais le rappeler que cela fait partie du système de gouvernance de ceux qui ont en charge l'État togolais, c'est-à-dire la duplicité, la langue de bois et puis la fuite en avant. Ça, c'est les caractéristiques même du pouvoir d'État togolais. Et lorsque je me fie un tout petit peu à certaines de ces phrases,
comment ne pas arriver à solutionner ces problèmes qui datent de 5 ans? C'est parce que les gens l'ont voulu. Ils l'ont voulu. Parce que avant même les 5 années, il y a eu des dépenses faramineuses qui ont été faites et qui ne devaient pas être faites. Quand je me rends compte que le problème des enseignants était sur le tapis avant qu'on ne nous annonce ce sommet budgétivore, alors que nous pouvons regrouper les doléances de ces enseignants-là dans des besoins sociaux. Quand on se rend compte que les enseignants et le monde éducatif étaient en proie à des revendications avant qu'on ne dépense 75 milliards pour l'aérogare, une 50aine de milliards pour réfectionner l'hôtel Radisson et tout ce que cela comporte avec l'organisation du sommet que vous qualifiez d'économie bleue, pendant qu'on cherche... Qui le qualifie? Non, mais moi je parle. Celui qui se mouche, celui qui se sent morveux, n'a qu'à se moucher. Alors moi je parle. Alors, quand on se rend compte que ces problèmes-là, ces besoins sociaux sont sur le tapis, avant que ces sommes faramineuses ne soient dépensées, on se pose la question de savoir si on veut diriger les morts. Parce que pour un enseignant, il faut le mettre à l'abri de tout ce que nous remarquons. Vous avez parlé de grève. L'enseignant n'a-t-il pas de famille? L'enseignant n'a-t-il pas, lui, droit au plaisir? L'enseignant n'a-t-il pas loué quelque part pour payer le loyer? L'enseignant n'a-t-il pas des enfants pour nourrir? L'enseignant n'a-t-il pas le droit de se déplacer? L'enseignant n'a-t-il pas le droit de se faire soigner décemment? Comme certains qui nous disent d'ailleurs, gréver, nous n'allons jamais nous soigner dans les hôpitaux togolais, on ira à l'étranger. L'enseignant n'a-t-il pas ce droit-là, lui? Mais c'est des questions qu'il faut se poser. Et quand moi je dis que tout cela est fait sciemment, mais c'est sur des bases, c'est sur des informations que nous avons. Moi je me pose la question de savoir quelle est la différence entre ce qu'on a mis en place, qu'on appelle quoi permanent, et le groupe de travail. Un truc qu'on a qualifié de permanent, qui prend à cœur des problèmes syndicaux. Et maintenant, un groupe de travail qu'on a mis en place juste pour... Mais moi, je me pose la question de savoir pourquoi encore. Et maintenant, vous mettez en place un groupe de travail qui ne prend pas à cœur ceux qui ont déclenché des grèves. Vous voulez aboutir à quoi? Entre-temps, c'est un groupe ad hoc, juste pour la circonstance. Les grévistes ont rejoint le rang, mais bon, c'est que les résultats n'étaient pas au rendez-vous. Les résultats n'étaient pas au rendez-vous parce qu'on a bien voulu ne pas prendre en compte ce que les enseignants disent. Vous avez fait allusion tout à l'heure aux frais ou bien aux dépenses qui n'ont pas été budgétisées. Ou cela a été dit comme quoi on n'a pas pris en compte ce que les enseignants disent. Mais est-ce que vous vous rendez compte que la crise dans le monde éducatif a commencé, ça ne fait pas 5 ans? La crise dans le monde éducatif a commencé, ça fait des années. Et pourquoi les budgets qui ont suivi n'ont-ils pas pris en compte cette doléance des enseignants? Voilà pourquoi je m'interroge. Et il y a droit de s'interroger. Est-ce que ceux qui dirigent ce pays ont véritablement à cœur les doléances de nos enseignants? Des gens qui ont fait qu'ils sont aujourd'hui ce qu'ils sont. Des gens qui enseignent leurs enfants. Même si on se rend compte, et c'est là où je voudrais faire un clin d'œil là, extrapoler un tout petit peu et dire, comme ils l'ont dit dans la santé, c'est comme ça ils le disent aussi dans l'éducation. Ils n'ont pas leurs enfants dans ces établissements-là. Ils ont pour la plupart leurs enfants dans ces établissements étrangers. Lycée français, l'école française, américain, le British School, Alpha et autres. Pendant que le pauvre contribuable, qui, lui, suit sous ce plomb, sous ce soleil de plomb, lui, il voit ses enfants. Vous l'avez si bien dit encore. Ils étaient encore dans les rues à l'intérieur du pays. Oui. Mais comment, à côté. Comment peut-on
s'exprimer sur cet état de fait quand on sait qu'on est en face des gens qui se disent vraiment responsables? Pasteur Edo, en dehors de la grève des syndicats des enseignants, il y a une autre manifestation aussi demain pour la réouverture de LCF City FM. Ça tient? Oui, non, ça tient. Ça tient. Je crois que toute la semaine, comme je l'ai dit, j'étais pas au point, mais je crois que je suis en contact avec les collègues qui multiplient les séries de sensibilisation sur les médias et un peu partout dans la ville. Donc, ça tient demain. Et on ne peut qu'appeler, on salue ces hommes et ces femmes de bonne volonté qui sont épris de justice et de liberté, qui appellent, qui sont des personnalités politiques qui appellent leurs militants à se joindre à cette manifestation. Mais comme d'habitude, c'est le point de chute qui pose toujours problème. Parce que... Mais on vous demande de venir à côté de nous, vous avez refusé. Maintenant, je crois que... Non, en fait, c'est... Est-ce que la loi du 16 mai 2011 relative à la liberté de manifestation et de regroupement pacifique semble prendre un coup sérieux depuis un certain moment avec le président de la délégation spéciale et les autres préfets un peu partout à l'intérieur du pays, où chaque fois que vous voulez arriver, faire chuter votre manifestation à un endroit précis, parce que quand il y a des choses que je ne comprends pas, parce que on dit le problème concerne le hack et on doit aller normalement. C'est comme ça se fait un peu partout. Excusez-moi. C'est comme ça se fait un peu partout. Il va terminer rapidement. Non, excusez-moi. Le problème ne concerne pas la hack. Le problème concerne un corps qui a pour père la hack. C'est ce que j'ai voulu. Non, juste, oui, c'est vrai. Non. Donc, on ne comprend pas pourquoi, quand on veut arriver à un point sensible, c'est-à-dire un point qui est visé, hein, d'où on pense qu'on peut avoir le locataire de cette institution pour lui transmettre un message. Ça nous a toujours été refusé. Et ce qui fait qu'entre-temps, les manifestations sont délogées, sont toujours convergées vers la plage. Vous savez, on a presque fait de cela un cas d'école, une jurisprudence. Hein, parce que chaque fois qu'on dit aux gens d'aller à la plage, les gens y vont. Et quand les gens y vont, chaque fois qu'ils veulent manifester, alors le président de la délégation lui dit, mais allez là-bas, là où vous avez l'habitude d'aller. Je crois que nous-mêmes, on s'est prêté le flanc. Tu as compris? On s'est prêté le flanc. Et cela, ça fait mal. Parce qu'on ne vous dit jamais d'arriver au point de chute. Mais maintenant, on ne vous demande pas d'aller à la plage. On vous demande de venir au Carrefour l'Oméga. Oui, mais ça ne sert à rien. Ils pouvaient se dire aussi, si vous leur refusez l'Oméga, ils vont vous dire d'aller à la plage. Donc, je crois que là, c'est une atteinte à la liberté d'expression. Vous voyez, dans les pays où les manifestations font spontanément, on organise des manifestations spontanées, sans même demander l'avis, sans même informer. Nous sommes dans un régime d'information, non pas régime d'autorisation. Pourtant, sans même informer l'autorité, les gens manifestent. Mais la police est là pour encadrer. Et si on informe, 5 jours ouvrables selon les tests, et on ne peut pas nous encadrer pour aller au point de chute et dire librement ce que vous allez. Et souvent, c'est ça qui provoque l'esprit, ce qui crée l'esprit, qui suscite l'esprit d'affrontement. Et c'est ce n'est pas bon. Parce que quand vous refusez aux gens d'aller au lieu où ils veulent aller, quand vous leur refusez cela, ça crée des frustrations. Et ça, on ne le souhaite pas. Donc, c'est une manifestation pacifique qui a suivi les réglementations administratives. Je crois qu'on doit laisser les manifestants aller au point de chute pour dire ce qu'ils ont. C'est ça la liberté de manifestation. On espère que tout va bien se passer demain. Ildefonse sera de la partie, je crois bien. Si le Seigneur me prête vie, je serai là. En tant que reporter, en tant que journaliste. Je ne vais pas faire le show et m'absenter demain. Mais je prie Dieu de me donner la vie, de me donner ce souffle de vie demain. Et puis bon, on sera de la partie parce que ce qui se passe
est condamnable à juste titre. Alors je serai là sur double casquette, je serai là en tant que patron de presse, parce que ce qui se passe, j'ai des confrères journalistes qui sont dans le lot, et je serai là en tant que reporter, parce que ça me plaît des fois quand il y a ce genre de manifestations, de me mettre à l'œuvre. Voilà, à Tado, il n'y a pas encore manifestation, mais ça ne saurait peut-être durer, parce que depuis une semaine, il n'y a plus d'eau dans le canton de Tado, dans la préfecture du Bas-Mono. La situation est un peu complexe. Il nous revient dans nos différentes éditions du jour des témoignages concordants qui rapportent que depuis une semaine, il n'y a plus d'eau parce que l'électricité, c'est entre 18h et 23h. Or, c'est à travers l'électricité qu'on peut avoir de l'eau à travers les forages. Le seul groupe électrogène disponible est en panne. Bon, il fallait se procurer de cette denrée rare à 100 francs le bidon. Mais vous connaissez bien ces milieux-là. Oui. Bon, il n'y a pas que Tado, mais cette semaine, c'est Tado qui nous interpelle. Parce que vous avez l'habitude de revenir régulièrement sur ces sujets. On peut imaginer une localité privée d'eau pendant une semaine. Et la solution même n'est pas envisagée pour le moment. Et l'isolement de Tado. Oui. L'isolement de Tado. La route qui va à Tado, je crois que vraiment là, c'est véritable calvaire. Un parcours de combattant pour aller à Tado. Et priver les populations de l'eau potable, je crois que c'est une défaillance notoire de tout gouvernement quand on prive les gens de l'eau potable, du moins de l'eau potable. L'eau qui est la vie. L'eau qui est la vie, parce que les gens là, manger une fois même, c'est un problème, au moins de l'eau pour boire. Il faut avoir au moins 100 francs par jour pour avoir l'eau. 100 francs pour avoir de l'eau. Mais juste, on parle de Tado. Tchévi à côté ici, n'en parlons pas. Et dans d'autres préfectures. Donc je crois que là, ça fait très mal. Et quand j'analyse la situation, je me dis que souvent ceux qui ont la grâce de nous gouverner, moi je dis ceux qui ont la grâce de nous gouverner en tant que pasteur, c'est comme si tout se limite dans la capitale. Tout se limite dans la capitale. Mais aussi dans la capitale, ce n'est pas aussi fameux dans la capitale. Ce n'est pas aussi rose dans la capitale en l'eau. La dernière fois quand nous avons évoqué le problème de Tchévier, les gens nous ont dit, mais pasteur, tu vas à Tchévier? Ben, viens dans notre quartier pour voir ce qui se passe à Lomé. C'est où ce quartier? Au niveau de Frérot-Jardin, là, au niveau de Frérot-Jardin, au niveau de, comment on l'appelle, Casablanca, au niveau... mais c'est ça, j'ai dit, mais toi tu vas à Tchévier? Mais viens voir dans notre quartier ce qui se passe. Bon, donc, comprenons que ceux qui ont en charge ces ministères de l'hydraulique, c'est de l'hydraulique, hein? Oui. Ministère de l'hydraulique. Donc on est recours à Kataji. Oui, mais est-ce que on le voit toujours, hein? Je crois que c'est l'un des ministres les plus médiatiques, hein, les plus médiatisés, ou bien les plus médiatisés du Togo. Je le renvoie très rapidement à Tado, hein, pour nous faire le point, hein, pour faire le point de la situation, de l'analyse, hein, situationnelle en eau dans cette préfecture. Ben, Tado est très éloigné, comme je l'ai dit, c'est juste, limitrophe au Bénin. Comme si, je me rappelle, on était allé dans un village très enclavé entre le Bénin et le Togo appelé Sotikwe. Écoutez, dans le truc de Nangbeto, je vous dis honoré, le véhicule que nous avons pris pour y aller, on était allé avec Luc Assiakole de togovi.com à l'époque. J'ai versé des larmes. Et je vous dis que les populations nous ont montré des affiches des candidats du Bénin. Ah oui, mais ils disent qu'ils ne se retrouvent plus. Non, nous avons fait un rapport. Si vous pouvez, Gazette peut aller, hein, à Sotikwe, vous allez voir, imaginable, il n'y a pas de voix. Comment ils se retrouvent en béninois? Mais je dis, ils nous ont dit clairement, et nous avons mis dans notre rapport qu'ils se retrouvent plus béninois que tout. Ils l'ont dit. Et on a publié. Mais je vous assure qu'il y a beaucoup de choses qui échappent à ceux qui nous dirigent. Et c'est pourquoi nous sommes là.
D'ailleurs, si nous sommes là, que cela ne fasse pas du mal. Nous sommes là, que la société civile, les journalistes sommes là, juste pour leur dire, là où ils ne peuvent pas aller, nous, avec l'engagement citoyen, on peut y aller et qu'on dise ce qui se passe là. Ce n'est pas pour leur faire du mal, mais c'est pour leur dire que c'est pour qu'ils sachent qu'il y a des choses qui se passent à des endroits où c'est pas maladresse ou pas mauvaise volonté, ils n'arrivent pas, ou bien des gens qu'on a mis là-bas, des préfets. Voilà l'autre père, comment on l'appelle, père de manche, les préfets, ceux qu'on a mis là-bas. Au lieu de faire le travail, ce pourquoi ils sont allés, ils vont faire leurs propres affaires. Problème de terrain, problème de bœufs, problème de trucs, autres, laisser l'essentiel. Mais moi, aujourd'hui, j'ai une inquiétude que je voudrais bien partager avec vous, parce que jusqu'à ce que j'entre au studio, là, avec les sujets qui m'ont été donnés, et tout à l'heure, c'est l'intervention du pasteur qui faisait allusion aux populations qui sont togolaises, mais qui ne se retrouvent plus, qui ne voudraient peut-être plus être togolais et togolaises. Je me pose la question de savoir quel est cet esprit qui a inspiré les premiers dirigeants togolais. Ils ont placé ce mandat-là sous le sceau du social. Puisqu'après, il y a eu mandat politique, mandat économique. C'est quand c'est passé politique, c'est le premier mandat. Économique, c'est le second. Pourquoi? Et le troisième, c'est social. Ah bon? Ce qui a été dit. Je ne l'ai jamais su. Mais je me rends compte que sur toute la ligne, ce mandat-là est tout sauf social. Non, on a encore le temps. Il y a encore 2 ans à venir. Donc, je crois qu'on peut se rattraper. C'est pas vrai. Non, il peut se rattraper. C'est pas vrai. Il peut se rattraper, c'est corser encore les choses. Parce que si, dans presque tous les domaines, on se rend compte que ce mandat-là fait beaucoup plus de tort, mais c'est grave. Vous avez vu, au prime abord, c'était avec l'augmentation des produits pétroliers où les gens criaient. Après, c'est le péage. Ce sont les étudiants qui ont commencé par crier. Et puis, tout ce que nous rencontrons comme fermeture de société, où on congédie les jeunes, voici maintenant congédié 700, Seco BTP 800, Togo Rail 200, l'arbitraire et l'injustice font aujourd'hui, on ferme City FM et puis ça, c'est sous le sceau du mandat social. Tout ce que je viens de retracer, c'est pas fini, hein. Ça va encore continuer. Non, prions que ça ne continue pas. Ça va La situation continuer. de pénurie d'eau à Tado. J'en viens, c'est le social. Comme eux, ils ont trouvé à boire, Voltique, tout ce que vous voulez. Ils ont tout ça là à la maison. Peu importe. Est-ce qu'ils savent qu'il y a des populations à Tado? Est-ce qu'ils savent qu'il y a des populations à Tado? La ministre Victoire Dobré était même dans le coin la semaine dernière. Il y a des électeurs là-bas. Hein? Voilà. Vous m'avez prêté le mot. C'est quand on veut duper. Et là, je reviens encore sur le mot duper. C'est quand on veut duper et duper encore le peuple qu'on se rend compte qu'il y a des gens là-bas. Allez poser la question aux populations de Tado. Si ceux qui sont venus leur promettre ciel et terre sont revenus les voir. Il y a des députés là-bas. Non, posez-leur la question de savoir que fait le député. En tout cas, le député n'a pas la possibilité de faire ce qu'il est. Du gouvernement. Voilà, ne peut pas se substituer. Voilà, se substituer. Et ce qu'il peut faire en tant qu'élu du peuple, c'est ce qu'il fait au Parlement. Mais moi, je me dis que ce mandat peut être tout sauf social. Non, pas du tout. Mais si pas du tout, dans la capitale, moi j'ai vécu à Casablanca. Je vous parle du cas de Casablanca où, à des moments donnés, il n'y a pas d'eau. Ouais. Alors, on parle de Tado. Oui, mais si on sait très bien que les populations sont à Tado, je suis sûr que depuis que cette affaire-là a commencé, cette pénurie doit commencer, je suis sûr qu'il y a des gens dans cette localité qui ont saisi le député qui, je passe sous silence de ce qu'il a fait, qui pourrait faire
ce qu'il peut faire. Mais jusqu'à preuve du contraire, les choses sont restées telles. Est-ce que ça là, c'est sous le sceau du social? Parce que moi, je ne vois aucun geste social là-dedans. Si les populations de Tado ou bien de cette localité dont tu viens de parler se disent, oh, mais nous, ce qui nous arrive, on n'est plus togolais, on est béninois. Donc, ce qui veut dire que l'affaire ne date pas d'aujourd'hui. Et on ne prend pas... C'est là où je dis, regardez, je suis dans le mandat social. J'ai oublié les enseignants, on en a parlé tout à l'heure. Ça aussi, c'est dans le mandat social. Vous dites que ça va finir. Moi, je crains que pénurie d'eau, d'électricité, et puis oubli ou bien rejet de satisfaction des doléances des couches sociales. Tout ça là, quand vous le mettez ensemble, c'est juste pour dire ceux qui ont la charge de la gestion de la chose publique au Togo. Donc à redoubler d'efforts. Non. Ne parlez pas à ma place. Ne se soucie pas des populations. Non, je suis sérieux. Ne se soucie pas des populations. Peut-être une éventuelle adhésion du Togo au Commonwealth peut aider les populations à avoir plus de moyens, aider le Togo et pas ricochet les populations. C'était en l'air depuis. Le Togo a fait acte de candidature pour entrer dans le Commonwealth depuis 2014. Une délégation de cette organisation était à Lomé depuis le début de la semaine à rencontrer les partis politiques, la société civile. Pasteur Ledo, vous avez été rencontré aussi? Non. Pour évaluer la candidature du Togo, pour voir si possible l'éventuelle adhésion de ce pays-là au Commonwealth, qui regroupe les pays essentiellement anglophones. Quelle opportunité pour une telle démarche du Togo, Pasteur Ledo? Non, c'est vrai quand même que quand vous prenez le Togo, une partie du Togo est anglophone, même si c'est de l'histoire. Il est important d'en parler. Comme vous savez, Commonwealth, les pays de Commonwealth sont des pays qui ont des contraintes démocratiques. La culture dans les pays anglophones, la culture démocratique est très poussée. Bon, donc le Togo aujourd'hui, le Togo qui est un pays francophone entend adhérer au Commonwealth. C'est vrai que c'est une démarche qui est sensible, parce que la France ne lâche pas comme ça ses ex-colonies. Ces ex-colonies, vous savez, quand vous prenez le Rwanda. Le Rwanda aujourd'hui, c'est un pays anglophone, carrément. Rwanda, on parle de l'anglais. Quand le président Paul Kagame parle toujours de l'anglais. Il était anglophone depuis là. Bien sûr. Bon, donc, ça fait que je ne sais pas comment la démarche, je sais que depuis 2014, je ne sais pas comment la démarche a été enclenchée, mais ça va être très difficile, à moins que le Togo s'aligne sur les principes hautement démocratiques. Ah oui, bien sûr. Vous savez, les pays de Commonwealth, on ne s'amuse pas avec la démocratie dans les pays de Commonwealth. Prenez tous les pays de Commonwealth. Mais il y a le Rwanda dedans. Oui, bien sûr. Même si Rwanda doit être une exception, vous prenez la Zambie, vous prenez la Namibie, vous prenez le Ghana, le Nigeria, c'est des pays de Commonwealth. Donc, qui ont coupé le cordon ombilical avec la métropole, avec le pays, avec la Grande-Bretagne, et se sentent concernés. Ces pays se sentent concernés eux-mêmes sans trop d'ingérence de la Grande-Bretagne. Donc, moi, je crois quand même que cette démarche, je ne saurais dire exactement les motivations du Togo pour cette démarche. Nous, on n'a pas été consultés, mais ça va être très difficile. Ça va être très difficile. Et ça va être très difficile. C'est tout ce que je peux dire pour le moment. Et Alphonse, quelles conséquences pour le Togo? Nous sommes à parler anglais. Avant de parler même de conséquences,
une manière est d'adhérer à une organisation. Mais l'essentiel, c'est de se conformer aux clauses de l'organisation. Quand Pasteur Edo parlait tout à l'heure des principes démocratiques, vous avez tiqué. Mais je suis au regret de vous dire que les bases même de l'adhésion reposent sur le respect des droits de l'homme et la démocratie. Et c'est les deux principaux. C'est les deux principes essentiels. Mais lorsque vous prenez le Togo actuel, avec la vague de violations des droits de l'homme que nous observons, nous avons parlé tout à l'heure de la manifestation qui aura lieu demain et dont le point de chute devait être normalement la HAC, parce que justement, ce que ces organisations-là veulent dénoncer ou bien dénoncent, il faut aller devant celui-là qui a fauté pour lui remettre la déclaration. Excusez-moi. Lorsque, dans ce cas-là, on interdit aux manifestations, aux manifestants d'aboutir, vous violez les droits de ces personnes-là. Parce que justement, si nous vous informons conformément aux textes qui régissent l'État, parce que nous sommes dans un régime d'information, c'est de mettre à notre disposition, nous organisateurs, des éléments de la force publique pour encadrer, pour qu'il n'y ait pas de débordement. Mais si vous refusez, c'est parce que vous faites sciemment, vous piétinez le droit des citoyens. Et dans la même période, vous violentez les journalistes. Vous refusez, vous, qui êtes de la justice, d'enrôler des plaintes. Ils ont demandé ça, le procureur. Et vous voulez, il a fallu que les journalistes crient, excusez-moi. Et puis le procureur, je crois même que le procureur qui a intervenu la dernière fois a dit des mensonges. Oui, ce qui s'est réellement passé, c'est parce que le procureur a dit dans son communiqué. Parce que justement, le procureur n'a pas été l'auteur agressé. Jusqu'à preuve du contraire, j'ai dit que la première erreur était venue du haut commandement de la gendarmerie, qui devait situer sa responsabilité en communiquant au ministère de la Sécurité, pour que le ministère de la Sécurité soit le premier à faire un communiqué sur ce qui s'est passé, pour situer l'opinion. Mais si vous... Est-ce que vous avez entendu, jusqu'à un moment donné, vous avez entendu un seul communiqué du ministre de la Sécurité disant qu'effectivement qu'il a été informé d'un cas comme ça? Non, parce que on n'a pas voulu que l'affaire aille quelque part. Et donc nous parlons du Commonwealth. C'est des exemples. C'est des exemples que je ressasse maintenant. Mais le Togo, on se rend compte même que c'est comme l'ONG Tournons la page a dit que 88% des Togolais se rendent compte que c'est une seule famille qui dirige le Togo pendant des années, alors que le Togo n'est pas une monarchie. Donc je veux juste faire allusion à quoi? À l'alternance. Mais qui parle de démocratie, qui parle de respect des droits de l'homme, doit parler de l'alternance. Nous sommes heureux de ce que le Togo fasse partie du Commonwealth. Mais encore que la CEDEAO, qui a fait uniformiser son système monétaire à travers l'UEMOA, que le Togo a adhéré, a demandé que l'on, pour ces États-là qui ont fait du pouvoir à vie un système qui a été voté et qui est maintenu dans leur constitution, essaie de revoir cela. Le Togo a refusé. Ou bien, vous n'avez pas appris à la conférence d'Accra que le Togo n'a pas voulu s'aligner, n'a pas voulu que le verrou de la limitation des mandats qui a été sauté soit remis pour que au moins le Togo devienne quelque chose. Lorsque tout cela sera revu, le respect des droits de l'homme, les principes démocratiques, l'alternance, je suis sûr que le Togo sera admis. Mais je conclue en disant, une chose est d'adhérer,
Mais l'essentiel, c'est de se conformer aux clauses de l'organisation. La CEDEAO en est un exemple. Pasteur Ledo, si cette adhésion éventuelle arrive, ça n'aura pas que des conséquences fâcheuses. Il y a des avantages pour le Togo. Oui, bien sûr, il y a des avantages. Il y a des avantages pour le Togo. Mais comme nous disons, ces avantages-là, au fait, c'est pour le peuple togolais. Et ce peuple-là mérite du respect. Ce peuple mérite du respect. Ce peuple mérite justice. Ce peuple mérite la liberté. Je crois que c'est ce que nous continuons de dire à ceux qui nous dirigent. Que nous avons besoin de la liberté, nous avons besoin de la justice, nous avons besoin du respect, de la dignité de ce peuple. Et c'est ça notre combat. Nous ne le faisons pas contre qui que ce soit, mais c'est pour que, justement, le Togo ait une bonne image. Parce que les pays de Commonwealth, c'est vrai, comme on le dit, c'est des pays respectés. Parallèlement aux pays francophones où tout se passe comme si de rien n'était. Vous prenez les pays du Grand Lac, où là c'est des monarques, c'est des principes, il n'y a pas de principes démocratiques, vous voyez, mais c'est des pays francophones. Le Gabon et autres pays, c'est des pays francophones. Donc dans les pays francophones, il se passe des choses comme si on était encore à la moitié du siècle passé. Bon, donc il va falloir quand même qu'on avance. Et c'est une bonne nouvelle pour nous, c'est une fierté que le Togo, comme on l'a dit, le Togo puisse adhérer au Commonwealth, mais il faut quand même que le principe démocratique, il faut que le respect de loi, le respect des droits de l'homme, de la dignité humaine soit au cœur des actions de nos gouvernants. Et Défense, pour 30 secondes pour terminer, est-ce que vous pensez un seul instant que le Togo peut se mettre à dos la France comme Kagame l'a fait? Je répondrai la prochaine fois. Cette émission, les spécialistes, elle va se refermer comme ça. Deux invités étaient en présence sur ce plateau. Pasteur Edo Komi, président du mouvement Martin Luther King, et Défense Akbaki, directeur du site d'information La Gazette du Togo. Notre troisième invité, Dieudonné Korolakina, pour des impératifs de dernière minute, n'était pas du rendez-vous. On espère le retrouver très très prochainement dans cette émission. C'est terminé, comme je le disais. Mise en onde, Romaric Freitas. Bon week-end en compagnie de nos programmes. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80.